On revient sur ces images qui ont fait le tour des médias il y a quelques semaines sur cette étude à propos des OGM, ces rats avec des tumeurs gigantesques. Pesticides, nos enfants en danger. Nos Ouais, parce enfants qu'il en faut danger. commencer en faisant peur quand même. Voilà. Il y a des tendances dans l'opinion actuellement qui sont assez fortes à la remise en question des élites, de la science, de la technologie. Bonjour à toutes et à tous, et bonne année! Oui, voici enfin cette deuxième partie sur le sujet hautement sensible du glyphosate, qui s'est fait un peu attendre, c'est vrai, après un insoutenable cliffhanger. Désolé pour ça. Et d'ailleurs, désolé de vous l'annoncer, mais cette deuxième vidéo sera elle-même divisée en deux parties. Mais pas d'inquiétude, la seconde partie sortira dans quelques jours, elle est déjà dans la boîte. C'est juste que j'aimerais revenir à des vidéos d'une vingtaine de minutes, afin que ce soit un petit peu plus digeste. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu la première vidéo consacrée au glyphosate, je conseille évidemment d'aller la voir avant. Mais on va quand même en rappeler ici les principales conclusions. La première d'entre elles, c'est que, contrairement à une idée un peu répandue, non, il n'y a pas de consensus scientifique sur la prétendue innocuité du glyphosate. Et pour aller un poil plus loin, on pourrait même dire qu'il y a plutôt un consensus sur la dangerosité du glyphosate, celui-ci étant assez fortement associé à des effets génotoxiques, neurotoxiques, reprotoxiques ou encore de perturbations endocriniennes. La controverse se situe plutôt dans le niveau de risque encouru par la population selon son exposition. Si le glyphosate est considéré comme non problématique par les agences de contrôle telles que l'EFSA en Europe ou l'EPA aux États-Unis, c'est avant tout parce que ces agences basent leurs avis sur les tests réglementaires, dont les résultats sont fournis par les industriels eux-mêmes, et qu'ils ont tendance à négliger une large partie de la littérature scientifique sur le sujet pour des questions de conformité à leurs standards d'évaluation. Or, cette conclusion semble aller, vous en conviendrez, quelque peu à contre-courant d'un discours largement diffusé entre 2015 et 2020 dans des cercles que l'on pourrait qualifier de passeurs de science, vulgarisateurs scientifiques, sceptiques ou encore zététiciens. Pourtant, le rapport du Centre international de recherche contre le cancer était déjà sorti à cette époque, et d'autres études ont progressivement été publiées sur le sujet dans les années suivantes. On pouvait alors déjà très largement parler de controverse scientifique, et pas de consensus. On aurait pu donc attendre à minima une forme de prudence sur le sujet, de la part d'une communauté réputée proche du milieu scientifique. Alors, comment cette idée de l'innocuité du glyphosate s'est-elle retrouvée, portée et diffusée à l'endroit même où elle aurait dû, normalement, être particulièrement relativisée? Le lobby de l'agrobusiness a-t-il payé grassement vos youtubeurs scientifiques préférés pour qu'ils vous fassent avaler la pilule du glyphosate? Et que nous disent les Monsanto Papers de cette histoire? Entre science, société et politique, on refait le point sur le glyphosate. Bienvenue dans l'Argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous vous Lorsqu'il y a des demandons. faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse dans le militantisme politique. Alors, pour commencer, je vous confesse vous avoir habilement occulté certains événements antérieurs à 2015 dans la vidéo précédente pour des questions de narration. Oui, je vous manipule par la narration, je l'avoue. Et pour comprendre un peu le fil qui a amené les groupes sceptiques et autres vulgarisateurs à prendre plus ou moins la défense du glyphosate, il faut remonter environ 2 décennies en arrière. Au milieu des années 2000, ce n'est pas le sujet du glyphosate à proprement parler qui fait l'objet d'un débat enflammé dans le monde agroalimentaire, mais celui des OGM. Alors que l'Europe en autorise progressivement la culture, comme le maïs BT de Monsanto, plusieurs pays émettent des réserves de plus en plus importantes sur ce type de culture, dont la France, qui va interdire en 2008 la culture d'OGM à des fins commerciales sur son territoire, suite au Grenelle de l'environnement. Pour les industriels de l'agrochimie, c'est un peu la douche froide, d'autant plus que de nombreux pays européens vont emboîter le pas de la France. Mais cette interdiction va surtout laisser un petit goût de seum aux défenseurs des OGM, qui vont produire un discours particulier. Selon eux, l'interdiction des OGM relèverait d'un choix idéologique reposant sur des peurs irrationnelles et allant à l'encontre des connaissances scientifiques. Car pour eux, la science est formelle. Les plantes transgéniques ne posent absolument aucun problème de santé publique ou de risque environnemental.
Pire, certains OGM présenteraient des avantages indéniables en matière de sécurisation alimentaire, de protection contre les maladies ou d'amélioration nutritive. Bref, ils pourraient bien jouer un rôle crucial à l'avenir pour nourrir une population humaine grandissante sur une planète aux ressources limitées. Pour certains passeurs de sciences de l'époque, comme l'Association française pour l'information scientifique ou AFIS, notez l'association, elle est importante. Le rejet des OGM par la France est ainsi la preuve de l'échec de la science et de la raison à convaincre le politique face à l'irrationalité quasi obscurantiste des écolos. Cet événement va laisser des traces quasi traumatiques pour les défenseurs des OGM, qui ne s'en remettront jamais. Sérieusement, allez voir la section OGM et biotechnologie du site de l'AFIS, on y trouve plus d'une centaine d'articles qui déplorent quasiment tous le gâchis de ne pas avoir autorisé la culture d'OGM en France. Ok, très bien, me direz-vous, mais quel rapport avec le glyphosate là? Pourquoi tu nous parles d'OGM? Eh bien parce qu'en 2012, une étude faisant le lien entre glyphosate, OGM et cancer va se retrouver au cœur d'une controverse médiatico-scientifique absolument magistrale et qui va marquer toute une génération de vulgarisateurs et de sceptiques. L'affaire Gilles-Éric Seralini. L'affaire Gilles-Éric Seralini, du nom de l'auteur principal de l'étude, c'est d'abord l'histoire d'une publication scientifique en toxicologie qui paraît dans la très sérieuse revue Food and Chemical Toxicology le 19 septembre 2012. À l'époque, c'est une des seules études qui tente d'évaluer les effets à long terme sur les rats d'une ingestion régulière de Roundup, le fameux herbicide à base de glyphosate, mais également de maïs transgénique Monsanto. Et selon cette étude, après 200 jours de nourrissage, les résultats sont sans appel. Les rats exposés au Roundup et aux OGM ont développé de nombreuses pathologies et notamment des tumeurs de taille impressionnante. Les résultats de cette étude seront très décriés par une partie de la communauté scientifique qui pointera des biais statistiques importants, des limites dans la méthodologie employée ou encore l'absence de lien formel entre les composés incriminés et le développement de cancer. Mais au-delà de l'étude, c'est surtout le coup médiatique méticuleusement préparé par le chercheur qui va faire l'objet d'une polémique considérable. Car alors que son étude sort le 19 septembre, Seralini va garantir l'exclusivité de ses résultats à quelques médias non spécialistes triés sur le volet, et notamment au Nouvel Obs, qui titrera en une le 18 septembre 2012 « Oui, les OGM sont des poisons ». En plus de révéler ses résultats en avant-première, dirons-nous de manière un peu spectaculaire, le dossier de l'Obs va également annoncer la sortie du livre de Seralini, Tous cobayes, ainsi que du film du même nom le 26 septembre suivant. Deux productions très engagées en faveur du combat politique anti-OGM, adoptant un ton particulièrement militant et dénonçant, entre autres, le lobby de l'agro-industrie. Relaté a posteriori dans un article de 2020 de François Larruvé, qu'on avait déjà cité dans la première vidéo, souvenez-vous, intitulé « Gilles-Éric Seralini » ou « La transgression des médiations traditionnelles du savoir », ce coup d'éclat médiatico-scientifique agit comme un coup de pied dans la fourmilière. Lanceur d'alerte salvateur pour les uns, militant détruisant la confiance dans la science pour les autres, le chercheur sera au centre d'un tourbillon médiatique et politique qui va marquer durablement le champ de l'interface science-société. Car vous vous en doutez, c'est un coup qui ne va pas, mais alors pas du tout plaire à certains acteurs scientifiques. Pour eux, Seralini a en effet transgressé une sorte de limite éthique de la relation science-société. Il a utilisé son statut de chercheur et son étude peu représentative pour influencer massivement le débat public sur les OGM. Et ça, quand on est un scientifique qui se respecte, ça se fait pas. Car le risque, c'est bien évidemment que tout le monde le fasse, et la science se retrouverait ainsi instrumentalisée pour faire avancer tel ou tel programme politique. Souvenez-vous de notre toute première vidéo sur les mégabassines, rien de tel que de dire « la science a tranché en ma faveur pour plier le game ». Les scientifiques ont ainsi un grand pouvoir, impliquant donc une grande responsabilité, comme le dirait ce bon vieux Penn. Et dans cette affaire, du fait de l'engagement militant avéré du chercheur, ce n'est plus simplement du détournement de la science par des médias ou des politiques dont il est question. Il s'agit carrément d'une utilisation de la science par certains scientifiques militants eux-mêmes, comme un argument d'autorité.
Seralini est ainsi soupçonné d'avoir produit, plus ou moins volontairement, des connaissances scientifiques biaisées en tordant les faits dans le seul but de servir son point de vue militant. L'affaire Seralini, comme elle sera désormais appelée, va progressivement s'éteindre médiatiquement. Mais dans le monde des sciences et de l'interaction science-société, elle va laisser des traces. Elle devient l'exemple type de la junk science, de la science au rabais, biaisée, produite par des scientifiques militants, peu regardant sur la déontologie et le respect de la neutralité scientifique. Elle devient également l'illustration de l'incurie de certains médias qui, face à des résultats scientifiques allant dans le sens du buzz, se laissent aller au spectaculaire et à l'émotionnel plutôt qu'à l'analyse rationnelle des faits. Pour des acteurs tels que Lafisse, qui publiera à nouveau bon nombre d'articles sur le sujet, le mal est désormais fait. Même si Seralini ressortira décrédibilisé sur le plan scientifique, soupçonné de fraude ou à minima de junk science, et dont l'étude finira rétractée après 1 an de bataille scientifique acharnée, c'est une victoire sur le plan politique. L'opinion publique et le personnel politique restera marqué par ces images de rats couverts de tumeurs géantes. Ceux qu'ils nomment désormais les marchands de peur ont réussi leur coup. Les OGM sont définitivement discrédités aux yeux du grand public. Pour la nouvelle génération de vulgarisateurs scientifiques et autres vidéastes sceptiques qui émergent dans le milieu des années 2010 sur Internet, l'affaire Seralini fait figure de repoussoir. Alors, quand 3 ans plus tard, l'annonce du cirque et la polémique médiatique sur le glyphosate qui s'ensuit défrayent la chronique, la communauté des passeurs de science 2.0, sceptiques en tête, ne vont pas rester sans rien faire. Si vous suiviez les communautés des sceptiques et vulgarisateurs entre 2015 et 2020, vous n'avez pas pu passer à côté de certains de leurs messages concernant le glyphosate. À l'époque, de nombreuses personnalités telles qu'Acer Mandax, animateur de la tronche en biais, mais aussi Matadon, Bunker D, un Mondrian, le chat sceptique, le débunker des étoiles ou encore Hygiène mentale vont régulièrement et à des degrés divers s'exprimer sur le sujet en défendant l'innocuité du glyphosate à utilisation normale. Lafisse va, par la voix de son porte-parole, Hervé Lebar, également promouvoir l'idée que le glyphosate ne présenterait pas de problème sanitaire, notamment à travers une série d'articles sur le sujet. D'autres sites sceptiques ou blogs se rattachant au mouvement de la rationalité scientifique comme la théière cosmique ou agriculture, alimentation, santé publique, soyons rationnels, vont même démarrer leur activité dans la foulée des déclarations du cirque et se lancer dans une véritable croisade pour éclairer le débat public sur ce sujet et défendre ce qu'ils considèrent être le consensus scientifique. Et pour cela, ils vont mobiliser principalement les 3 arguments que l'on a vus dans notre première vidéo, qui finalement se sont révélés assez bancals en les étudiant d'un peu plus près. À savoir, 1. Les agences de contrôle sanitaire sont unanimes sur l'innocuité du glyphosate. 2. Le cirque évalue le danger et non le risque. Et 3. L'étude de l'AHS montre bien qu'il n'y a aucun effet cancérigène. Ces charges vont généralement s'effectuer à la suite d'une émission grand public ou d'un reportage sur les effets du glyphosate qu'ils considèrent trompeurs ou jouant sur le registre de la peur. À titre d'exemple, la tronche en biais invitera le blogueur Bunker D en juin 2017 pour échanger pendant 2 heures sur le thème agroalimentaire, les dangers, la vérité, les médias. Ils s'attarderont notamment sur l'émission problématique selon eux de Cache Investigation de 2016, Produits chimiques, nos enfants en danger. David Louapre, animateur de la chaîne de vulgarisation Science Étonnante, va également se fendre dès novembre 2017 d'un billet de blog intitulé « Glyphosate, le nouvel amiante », dans lequel il va déplorer la couverture médiatique de certains titres de presse et s'appuyer sur la fameuse étude de l'AHS. Décortiquant parfois méthodiquement les campagnes et études d'associations de défense de l'environnement comme Génération Future ou Greenpeace, les gardiens de la science occupent le terrain numérique à l'interface science-société. Articles de débunkage, infographies détaillées, traites sur Twitter, débats enflammés sur différents réseaux. La bataille fait rage, principalement sur Internet, pour tenter d'imposer le consensus. Ne laissant absolument rien passer, on voit des membres de Lafisse intervenant dans de nombreux commentaires sous des articles spécialisés comme dans The Conversation où ils répètent inlassablement les mêmes arguments.
Élise Lucet, mais aussi Stéphane Foucard, journaliste couvrant la question du glyphosate pour le quotidien Le Monde, sont parfois violemment pris à partie sur les réseaux, accusés de désinformation et débunkés, allant jusqu'à la saisie du CSA après la diffusion le 17 janvier 2019 de la célèbre émission d'Envoyé spécial Glyphosate, comment s'en sortir. Cette émission provoquera l'ire de la communauté, qui y voit la marque d'un journalisme spectacle qui ignore le consensus scientifique pour mieux servir un agenda idéologique. Colère parfaitement représentée par ce tweet de David Louapre, à nouveau, le 26 janvier 2019, soit moins de 10 jours après la diffusion de l'émission. C'est fou le nombre de gens des deux bords qui pensent que le consensus scientifique, c'est un truc à la carte. Eh bien non. 1. Le glyphosate n'est pas cancérigène. 2. Le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Vous n'aimez pas 1 ou 2, pas le choix, ça vient en package. La certitude qu'il s'agit d'un combat essentiel pour la science est telle qu'elle aboutira la même année à la constitution du collectif No Fake Science, qui publiera en juillet 2019 une tribune dans l'Opinion intitulée « La science ne saurait avoir de parti pris ». Dans celle-ci, les signataires tiennent à rappeler, selon eux, l'état du consensus scientifique sur plusieurs sujets de société. Et au milieu de consensus bien établis, comme ceux de la vaccination, de l'homéopathie ou du réchauffement climatique, on trouve aux expositions professionnelles et alimentaires courantes, les différentes instances chargées d'évaluer le risque lié à l'usage de glyphosate considèrent comme improbable qu'il présente un risque cancérigène pour l'homme. Dans les signataires, on retrouve, certes, nos représentants des milieux sceptiques, comme Asserment Dax, Hygiène Mentale, Bunker D ou la Théière Cosmique, mais également des vulgarisateurs très divers, tels que Fred de l'Esprit Sorcier, Rodolphe Meyer, alias Le Réveilleur, ou encore Thibaut Giraud, alias Monsieur Phi. L'énergie déployée sur ce sujet par cette communauté est ainsi colossale. Le temps qui lui est consacré est incalculable, et la détermination des passeurs de science semble totale. Car pour beaucoup d'entre eux, il s'agit bel et bien là d'un combat de société. Après avoir perdu la bataille sur les OGM au profit des marchands de peur, il faut mobiliser pour gagner cette bataille du glyphosate au nom de la science et de la raison. Seulement, voilà, au cœur de cette bataille médiatique, une question, pourtant essentielle, semble avoir été éludée par les défenseurs du consensus. Sur quelle base scientifique s'appuie-t-il vraiment? Une étude de la HS? Mais depuis quand une étude seule, fût-elle remarquable et convaincante, est capable d'établir un consensus? Des avis des agences de contrôle? Mais depuis quand le consensus scientifique est-il établi par des agences gouvernementales ou européennes en charge des autorisations réglementaires? Rien que la formulation du dit consensus dans la tribune de No Fake Science pose en effet question. Depuis quand un consensus scientifique est-il aussi dépendant des normes réglementaires et des usages? Se baser sur la validation par les agences de contrôle pour justifier de l'innocuité d'un produit, c'est se lancer dans un raisonnement circulaire. Si le glyphosate est autorisé, c'est bien parce qu'il est inoffensif. Et comment sait-on qu'il est inoffensif? Bien parce qu'il est autorisé, ma foi. Un tel raisonnement n'a pas grand-chose de scientifique quand on y pense. Il s'agit avant tout d'un degré de confiance dans le processus de réglementation. D'ailleurs, on sent bien que dès lors qu'il faut citer ou s'appuyer sur une étude scientifique autre que l'AHS pour justifier de l'innocuité du glyphosate, l'exercice s'avère très difficile pour les défenseurs de l'herbicide. L'article « Le glyphosate est-il cancérogène ?», publié par l'AFIS en 2018, est ainsi représentatif du problème. Malgré une bibliographie à première vue impressionnante de 22 références, en s'y penchant d'un peu plus près, on s'aperçoit vite qu'il ne s'agit que de renvois vers les agences de contrôle sanitaire et de l'AHS à nouveau. Pourtant, en 2018, il existe déjà un bon paquet d'études qui remettent en question l'innocuité du glyphosate et qui indiquent qu'on est bien en pleine controverse. Où sont-elles donc? Pourquoi ne sont-elles jamais prises en compte? Eh bien, tout porte à croire qu'elles ont simplement été exclues par un excès de zèle sur l'évaluation de ce qui relève de la bonne science. Emportés dans leur bataille sociétale, certains sceptiques et vulgarisateurs se mettent à douter de toutes les productions scientifiques n'allant pas dans le sens du consensus. Car familiarisés au concept de la junk science, les sceptiques vont parfois jusqu'à se lancer dans l'analyse et la critique directe des études, et parfois même des scientifiques qui concluent au caractère potentiellement cancérogène du glyphosate. Le travail du cirque lui-même est relativisé, voire
carrément décrédibilisé en questionnant l'indépendance de ces experts ou en l'associant par exemple à l'infamante étude de Seralini. Sur fond de suspicion de fake science, de biais cognitifs ou d'orientation idéologique des scientifiques, certains passeurs de science rediscutent parfois pendant des heures les ordres de grandeur, rejetant la méthodologie de telle ou telle étude dont ils ne connaissent pourtant rien du tout, refaisant les calculs d'incertitude sur un coin de table entre deux posts Twitter. Certains d'entre eux vont s'appuyer sur des sources de moins en moins scientifiques, comme des tribunes, des blogs à l'apparence scientifique, voire des rapports écrits directement par Monsanto. Emportés dans un raisonnement motivé épuisant et chronophage sur un sujet qu'ils maîtrisent relativement peu, beaucoup semblent perdre de vue un élément pourtant absolument fondamental en vulgarisation. Ce n'est pas aux vulgarisateurs et aux sceptiques de décider si telle science est bonne ou mauvaise, que tel résultat d'étude est, oui ou non, significatif. C'est aux scientifiques qu'incombe cette tâche, et le plus souvent, ce filtre s'effectue avant la publication des études, via le mécanisme, certes imparfait, mais inévitable, de la relecture par les pairs, et pas après sur un blog sceptique ou dans un thread Twitter. Dans certains débats parfois un peu lunaires, on en arrive à devoir rappeler l'évidence, à savoir que ce sont les scientifiques qui établissent les consensus scientifiques. Comment donc en est-on arrivé là? Comment ce secteur a pu se convaincre à ce point de l'innocuité du glyphosate et à continuer, malgré l'évidence, à défendre corps et âme et de manière de plus en plus douteuse un consensus qui n'a, de toute évidence, jamais existé? Eh bien, vous le découvrirez dans le prochain et dernier épisode de cette petite série sur le glyphosate. Oui, je sais, c'est un peu frustrant, mais je compte sur vous pour être présent. La suite arrive dans quelques jours. À très bientôt donc sur l'Argumentarium.